Bonjour à toutes et à tous, chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM. C'est toujours, et vous le savez, un énorme plaisir pour nous de vous retrouver chaque dimanche sur votre émission L'entretien du dimanche. Ce dimanche, nous parlerons histoire. Cela n'arrive pas souvent, mais l'actualité nous y oblige. D'abord, dans l'effervescence de la fête du 1er août, mais aussi dans l'importance pour nous de parler des Amazones. Quand je parle d'Amazon, je parle bien évidemment de la bande dessinée qui vient d'être mise sur le marché béninois. Il s'agit bien sûr de Tata Adjache. Nous en parlerons de long en large avec l'auteur. L'auteur, c'est Tiburce Sadagbe, journaliste communicant et écrivain béninois. Il est le promoteur du déchaîné du jeudi, le DDJ, que vous connaissez très bien, auteur du célèbre ouvrage Les Mémoires du Chaudron. Et maintenant, Tata Adjache, une bande dessinée qui fait déjà parler d'elle, comme je l'ai dit. Avec Tiburce, donc, nous parlerons histoire. Monsieur Adabé Tiburce, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'entretien du dimanche. C'est un plaisir pour moi. Alors, comment vous faites pour avoir toujours des œuvres à succès? Parce qu'à peine on en parle et puis déjà, Tata Adjache est bien disponible sur le marché béninois et ailleurs. Je suis très flatté par la question, mais il faut dire que quand j'analyse, je me dis, au fond, s'il y a du succès pour ces œuvres, c'est d'abord parce que je ne les écris pas pour avoir du succès. Vous n'écrivez pas pour avoir du succès? Voilà, et je crois que ça doit être, enfin pour ceux qui veulent écrire ou faire des choses à succès, il faut le faire sans mettre l'envie de succès devant. Il faut le faire en toute sincérité, en toute franchise. Mémoire du Chaudron n'a pas été écrit comme un livre. Mais c'était quand même un livre. Oui, tout le monde. Ça a été édité comme un livre, oui. Mais ça n'avait pas été écrit comme un livre. Ça a été écrit comme quoi? Comme des mémoires, c'est ça? Oui, ça a été écrit comme une confidence, comme une confidence et tout. Donc plus tard, le public a demandé que ce soit un livre. D'ailleurs, le livre est paru 2 ans après le dernier épisode, qui était d'ailleurs public. Oui. Donc au moment où le livre paraissait, il y en avait qui avaient déjà tout le contenu en version numérique depuis 2 ans. Et donc c'est là qu'il y a quand même le paradoxe. Ceux qui se sont précipités pour acheter le livre, c'est ceux qui avaient tous les épisodes en version numérique. Et donc moi-même, ça m'a appris beaucoup de choses. D'abord, ça m'a appris que les gens ne sont pas des imbéciles. Vous voulez dire les lecteurs, ça, les lecteurs ne sont pas des imbéciles. Parce que vous savez, dans le domaine du livre, il y a souvent ce débat récurrent qui revient, le coût du livre. Dès qu'un livre franchit le seuil de 5 000 francs, vous voyez tous les problèmes que ça pose et tout. Mais moi, je peux leur dire que le problème du coût du livre n'est pas un vrai problème. Dès que les gens trouvent intérêt à faire quelque chose, ils se donnent les moyens de le faire. C'est-à-dire, si tu écris un livre qui intéresse, le reste, mets le prix que tu veux. Il y a toujours des gens oui, qui vont l'acheter. Moi, je me rappelle que quand le prix de Mémoire du Chaudron nous a d'ailleurs été suggéré par la plateforme Amazon, on ne fixe pas ça en l'air et tout. Donc, on a fait un débat avec mon éditeur pour savoir, mais est-ce que dans l'environnement béninois, mettre un livre au départ, c'était même 30 000. Mettre un livre à ce coût, parce que l'impression a été réalisée dans une imprimerie à Lyon. Donc la qualité exigée, tout a été respecté. En plus, le transport, la manutention, tout ça, à l'arrivée. C'était vraiment... Et puis, voilà, on s'est dit quand même 30 000 c'est trop, mais on ne peut pas non plus le faire et se ruiner. Oui. Donc c'est là que nous avons trouvé la moyenne de 25 000. Après, c'est descendu à 23 000. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens, peut-être qu'ils vont se reconnaître, qui sont venus et qui m'ont acheté l'unité à 50 000. C'est-à-dire des gens il y en a qui ont acheté à 25 000, à 30 000. Il n'y en a pas eu beaucoup qui m'ont remis 23 000. Et après, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris beaucoup de choses. C'est-à-dire, quand ce que vous faites est accepté par le public, et ça ne doit pas être seulement, je fais l'extrapolation, pour dire que ça ne doit pas être seulement lié au domaine du livre, ça doit être lié au domaine de tout ce qui est production de l'esprit. Que ce soit de la musique, que ce soit une prestation,
que ce soit une prestation scénique et tout, si ton produit intéresse le Béninois, il se donnera les moyens de les avoir. Donc en fait, toute production intellectuelle a un prix, on peut le dire comme ça. Oui, absolument, forcément. Parce que, bon, déjà, il faut dire que moi, je n'ai pas écrit, je ne vis pas de ce que j'écris. Ouais. Ça, c'est déjà, alors que ça pouvait bien être le cas, vous voyez. Mais quand même, l'expérience du succès de Mémoire du Chaudron, alors ça m'a quand même enseigné que tout est possible. Même malgré toutes les difficultés que nous avons, tout est possible, à condition que l'objectif premier de celui qui crée ne soit pas d'avoir du succès. Que ce soit d'abord de bien faire. D'accord. Voilà. Mais oui, mais malgré ça, le livre n'est plus disponible. Comment vous faites? Parce que les gens veulent bien quand même l'acheter, mais il n'est plus disponible. Là, vous avez tout à fait raison. C'est un vrai problème. Déjà, pas plus tard qu'hier encore, j'ai reçu des gens qui en demandaient. Et ça ne manque pas tous les jours. Et vous perdez de l'argent. En fait, le problème que j'ai eu, c'est qu'il faut dire que le standard de qualité que mon éditeur a fixé pour Mémoire du Chaudron ne permettait pas après de faire rééditer le livre facilement ici. Parce que vous voyez, avec l'épaisseur d'un livre qui fait autour de 600, plus de 600 pages, il y a des problèmes, il y a des risques, par exemple, des feuilletages, que les feuilles s'en aillent, que quand vous utilisez après, que la colle se craquelle et tout. Genre, si vous imprimez ce type de livre, j'ai rien contre les imprimeurs d'ici, hein, mais ils savent très bien ce que je dis. Parce que je connais bien le milieu. Si vous le faites ici, les premiers jours et tout, ça va marcher. Mais après, les gens ne pourront pas le garder plus d'1 an. Surtout que quand c'est un gros livre, on ne le finit pas très rapidement. Et Mémoire du Chaudron n'est même pas écrit pour être lu comme un roman. C'est un livre qui doit être consulté. C'est deux choses très différentes. Ouais. C'est un livre à consulter. Donc un livre à consulter, ça veut dire que c'est un livre qu'on feuillette longtemps. À partir de ce moment, le problème de la qualité s'était posé. Soit tu commandes en Chine, la Chine capable du meilleur et du pire en matière de qualité. Et puis bon, finalement, on a décidé d'aller le faire en France. C'était plus cher, mais on avait quand même, des interlocuteurs directs avec qui on pouvait parler, avec qui on pouvait échanger, dire nos exigences et tout. Donc, Mémoire du Chaudron, dès que c'est arrivé sur le marché, a rencontré un succès au-delà de nos attentes. C'est vrai que au moment où les épisodes étaient déjà publiés en libre consommation sur la toile, il y avait déjà cet engouement. Mais il fallait quand même, il fallait pouvoir le croire que 2 ans après le dernier épisode, pendant que tout le monde semblait avoir tourné la page et tout, qu'un livre qui sortirait avec un contenu que les gens ont déjà en version numérique aurait du succès, aurait ce niveau de succès. Bon, c'est un pari qu'on a pris. Mais est-ce qu'on peut espérer? Est-ce que les gens peuvent encore s'attendre à avoir, ou bien vous avez fermé cette page? Ce livre, je ne sais pas, c'est-à-dire, parce que j'ai déjà réédité ça. Le premier stock qui est arrivé est fini très vite. Nous avons relancé une nouvelle édition qui est venue et qui est finie, je peux dire, à la mi-2023, donc l'année passée. D'accord. Ça a épuisé. D'accord. Mais là, moi j'ai un stock très très résiduel. J'ai aussi besoin d'en garder. D'accord. Alors Tibu Sadabé, nous espérons que la nouvelle bande dessinée n'aura pas le même sort que les Mémoires du Chaudron. Ah ça, je crains bien que oui, hein, parce que... Pourquoi Oui, parce que ça a commencé. Oui. Ça a commencé. Je peux vous dire déjà que j'ai fait la première dédicace en début de semaine. Oui. La première dédicace officielle. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, il n'en reste plus beaucoup. Oui, mais comment ça se fait? C'est vrai que vous ne faites pas ça pour gagner de l'argent. Non, je ne le fais pas pour gagner de l'argent. Ça doit quand même pouvoir être disponible pour tous ceux qui veulent. Oui, bon, d'abord, alors pour la disponibilité, il faut dire, grosso modo, les quantités qu'on a l'habitude de faire dans le pays, enfin, j'ai quand même respecté ces quantités. Et quand je dis que la disponibilité ne commence pas à poser problème, c'est quand même que ça a beaucoup circulé. C'est-à-dire, là, j'ai fait la première dédicace le lundi, et déjà le mardi soir, je rentrais déjà dans la zone rouge. Parce que, pour une raison que je ne comprends pas, ceux qui commandent n'en commandent pas à l'unité. Ils en commandent en gros. Ils en commandent en gros. Je n'avais pas prévu ça. Donc, les gens en commandent pour la famille, peut-être parce qu'on est dans les vacances, ils en commandent pour les enfants. Et il y en a qui en commandent même, disons, une dizaine, vous voyez.
avec chaque nom d'enfant, cousin, neveu et tout. Donc moi, je n'avais pas prévu. Bon, je me disais peut-être que ça allait se vendre à l'unité, ça prendrait un certain temps et tout. Et comme pour le cas de Mémoire du Chaudron, alors le standard de qualité a été maintenu. Vous aurez l'occasion de le constater tout à l'heure. Oui. Parce que oui, on pouvait faire la BD ici. Peut-être l'avoir facilement, avoir accès facilement au centre de production et tout. Mais il y a un niveau de qualité que j'ai recherché ici et que je n'ai pas trouvé. J'ai recherché dans la sous-région. Vous n'avez pas trouvé non plus? En Côte d'Ivoire, on m'a fait des propositions et tout. Je n'ai pas trouvé. Et donc, vous êtes reparti en Chine? Je suis reparti. Non, j'ai jamais imprimé en Chine. D'accord. Je suis retourné sur Amazon cette fois-ci. Ok. Tu vois, donc je suis allé sur Amazon, j'ai eu des offres. Bon, par rapport aux imprimeurs en France, les propositions de prix étaient, les cotations par rapport à les exigences étaient, ça s'envolait. C'est-à-dire vous auriez peut-être eu une BD à plus de 30 000 francs, sans même que l'auteur lui-même ne mette une marge dessus. C'était ça, c'était ce niveau de qualité. Parce que vous savez, les BD, les grandes BD, comme par exemple les Lucky Luke et tout, que vous voyez aujourd'hui. Moi, j'ai acheté les aventures de Tintin il n'y a pas longtemps, le Lotus Bleu, dans une grande librairie de la place, déjà à 12 000. Et je ne comprenais pas, et c'est maintenant que j'ai compris pourquoi c'est comme ça, parce que, en fait, la production d'une bande dessinée est plus compliquée que la production d'un livre. Vous voyez, par exemple, imprimer une BD comme Tata Adjache revient plus cher qu'imprimer Mémoire du Chaudron. Alors que Mémoire du Chaudron fait 600 pages, Tata Adjache, ça fait 80 pages. Mais la différence, c'est que vous allez voir, les pages ne sont pas les mêmes. Ici, c'est plus dur. Voilà, c'est dur, c'est satiné. Voyez. Et deuxièmement, c'est qu'ici, tout est en couleur. Ça veut dire que là où, vous parlez, quand je te dis 80 pages et tout, ça veut dire qu'il faut faire passer tout ça 4 ou 5 fois. Vous voyez, pour obtenir les couleurs, la quadrille, bon, les spécialistes en savent des choses. Donc, certains se disent peut-être que comme c'est un livre auquel les enfants peuvent avoir accès, ce n'est pas un livre de jeunesse, hein. Je précise, on va en parler tout à l'heure, mais certainement accessible aux enfants et tout, que ça aurait pu être peut-être un livre de 4 000, 5 000 et tout. Non. D'accord. Non, sauf si la qualité ne vient pas. Alors, mais pourquoi vous avez fait l'option de la bande dessinée? C'est important de le savoir, puisque ça ne court pas les rues ici chez nous au Bénin. La bande dessinée, pourquoi l'option? Bon, d'abord, il y a une confluence de choses à mon niveau. Moi-même, j'ai été un très grand lecteur de bande dessinée quand j'étais enfant. Je n'ai pas été de la génération dessin animé. Ça fait d'ailleurs que j'ai du mal à suivre les dessins animés. Mais moi, à mon époque, c'était la BD. Donc, on lisait toutes sortes de BD, les collections, les aventures de Tintin. Voilà, nous sommes de la même génération, vous savez de quoi je parle. Et puis nous on a découvert la télé bien tard au Nord, contrairement à vous qui ici... moi aussi on a découvert bien tard la télévision. Moi j'ai découvert la télé dans le tournant de 1990, ouais, quand même c'est assez récent. Ouais, 30 ans, 34 ans. Voilà, donc tout était lecture. Donc j'ai appris vraiment à lire les BD. Donc, alors associé à ça, je suis quelqu'un qui aime l'histoire. J'aime l'histoire, je suis passionné d'histoire. Si vous venez chez moi, les chaînes qui sont prioritaires chez moi, dès que je veux faire un abonnement, c'est toujours les chaînes de documentaires. Je ne suis pas très fort dans... Je ne sais pas regarder un film. À moins que ce soit un film tiré d'une histoire vraie. Un peu comme, je ne sais pas, le Titanic par exemple a eu son succès parce que c'est tiré d'un drame réel. Donc, donc moi j'aime l'histoire et puis j'aime la BD. D'accord. Et donc, il y a 2 ans, quand la statue de l'Amazon a été érigée, il y a eu tout un tas de débats autour sur lesquels je ne vais pas revenir parce que c'est comme si pour la première fois on révélait aux Béninois une partie de leur histoire. Et puis il y avait beaucoup de questions autour, il y avait beaucoup de débats autour. C'est quoi réellement une Amazon? On se demandait si c'est vraiment une Amazon. Voilà, c'est quoi? Celle-là ressemble à qui? Pourquoi elle est comme ça? Est-ce que c'est les Amazones? On entend souvent Amazon, mais on n'est jamais allé en profondeur. Et après, je me suis rendu compte que quand moi je vais par exemple à la place de l'Amazon avec mes enfants et qui me demandent finalement c'est quoi une Amazon, alors je me dis, moi, j'aurais bien tort de leur donner une réponse que je sais pertinemment qui n'est pas vraie.
Et que tout le monde donne. Et que tout le monde donne. L'Amazone, ce n'est pas la statue de 30 mètres. La statue de 30 mètres, c'est une représentation symbolique de ce que c'est que l'Amazone. Mais derrière ça, il y a toute une histoire. Il y a toute une vie dans laquelle il faut pouvoir permettre à ceux qui le veulent de plonger. Nous allons plonger dedans, si vous me permettez. Non, voilà. D'accord. Alors, c'est quoi l'Amazone? C'est quoi la vie qu'il y a derrière l'Amazone? Alors, l'Amazone, déjà, dans ceux qui ont appelé Amazone nos Agodiers, parce que nous, dans nos traditions, on ne connaissait pas le mot Amazone. Pour nous, c'était les Agolodiers, les femmes Agolodiers. La femme Agolodier, c'est... Alors, si je dois vous traduire le fond comme ça, c'est les femmes qui, à leur approche, vous devez savoir qu'une femme approche. Et non, une femme étrange. Étrange. Ago, vous savez? D'accord. Oui. Elle est en train de dire, je viens, mais alors je ne suis pas une personne ordinaire. Donc, c'est un peu comme si je viens chez vous et puis je dis Ago là, c'est que je m'annonce de façon différente à tout ce que tu rencontres. Okay. Mais elle dit, je porte ça. Je porte le Ago. Okay. Donc, c'est des femmes qui ont atteint un statut social tellement élevé dans la société postcoloniale du Dahomey que, en fait, il était même pratiquement interdit d'en parler. On ne parlait pas des Agodiers. Donc, c'était comme une caste très mystique à qui la sagesse, enfin, les croyances populaires attribuent énormément de pouvoir, de plus ou moins justifié, hein, et tout. Donc, alors, l'histoire des Amazones a démarré, comme certainement, vous le savez, par Tassi Hangbe, la reine Tassi Hangbe, même si plus tard, juste après elle, sa déchéance, les Amazones ont un peu disparu, en fait, de la tradition militaire du Dahomey. Tassi Hangbe, l'histoire en résumé, c'est la sœur jumelle du roi Akaba. Le roi Akaba, mort au combat, sur le champ de bataille, a été remplacé par sa sœur jumelle qui lui ressemblait trait pour trait, donc a été habillée et tout, pour ne pas donner l'impression à l'adversaire que l'armée du Dahomey venait de recevoir un grand coup. Et aussi pour ne pas donner, pour ne pas décourager l'armée elle-même. C'est-à-dire, donc du coup, elle a remplacé son frère au pied levé et elle est allée au front, donc elle a remporté la victoire. Après la victoire, elle a pu régner 3 ans parce que ça devenait légitime. Si elle a pu remporter une victoire, c'est-à-dire qu'elle est forte, elle peut régner. Mais derrière ça, vous savez, les intrigues. Les intrigues ne datent pas d'aujourd'hui. Le pouvoir, c'est les intrigues. Les intrigues, il y a son jeune frère Agadia qui lui voulait le pouvoir. Donc il estime que laisser une femme diriger et tout, c'est pas bon, même pour la sécurité du pays et tout. Donc qui a monté ses coups, qui ont abouti en fait à la destitution de Tassi Hangbe. Ah d'accord. Donc Tassi Hangbe, pendant les 3 ans, Tassi Hangbe a posé les bases de l'émancipation de la femme du Dahomey. Et donc, avec elle, pendant qu'elle était là, quand elle allait à la guerre, elle y allait elle-même. Et puis, comme la plupart des rois du Dahomey d'abord, parce que pour les guerres, les rois se déplaçaient. Et donc, elle y allait, mais elle exhortait les femmes à aller au front. Un peu comme les hommes. Est-ce qu'elle a été écoutée? Bon, vous avez vu la conséquence après. La conséquence après, c'est que il y avait quand même une certaine misogynie qui s'est installée. Oui, on prend des risques en laissant des femmes aussi puissantes, aussi ci, aussi ça. Donc, après, elle a été déchue. Agadia, qui est un roi très militaire, hein, a succédé à Tassi Hangbe. Bon. Alors, quand il y a des successions souvent de cette façon-là dans le royaume du Dahomey, le successeur essaye d'effacer au maximum les traces de son prédécesseur pour légitimer, lui, sa présence. Parce que si vous n'effacez pas les traces de celui que vous avez descendu, vous faites un coup à quelqu'un, vous prenez sa place, vous n'avez pas intérêt à ce que la mémoire de la personne existe positivement. Sinon, votre coup ne s'expliquerait pas. Ça, c'est au cas où on a fait un coup. Oui, donc c'était un coup. Ben, si c'est une succession normale... Oui, si c'est une succession normale, il y en a eu très rarement hein, dans l'histoire du royaume du Dahomey. Les successions très normales, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a toujours eu des interférences, des intrigues et tout. Donc lui, ayant succédé
à Tassi Hangbe avec cet argumentaire qu'on ne peut pas confier certains types de fonctions régaliennes aux femmes. Donc, il a remis les hommes devant. Il a remis les hommes devant, donc Tegbessou, son fils aussi. Donc, jusqu'à l'avènement de Guézo, qui a succédé au roi, en guillemets, oblitéré à Danrozan et tout. C'est à partir de Guézo qu'on reparlera encore des Amazones en tant que corps d'élite, discipliné, organisé. Structuré, ce qui n'était pas le cas au temps de Tassi Hangbe. C'est pourquoi, si vous me demandez, si vous me posez une question par rapport à la notion d'Amazone, l'origine, c'est vrai, c'est Tassi Hangbe, mais l'Amazone au temps de Tassi Hangbe, ce n'était pas du tout la même chose que l'Amazone au temps de Guézo. Parce que Guézo, déjà, c'était un roi qui était déjà un peu plus imprégné par, comment on appelle, par l'actualité du monde. Vous savez, Guézo vient au trône avec le grand ami, l'appui qu'on connaît de Souza. De Souza qui est un Portugais, donc qui a déjà parcouru le monde, qui connaissait un peu comment les choses allaient. Donc, De Souza va aider Guézo. La tradition abomeyenne dit que quand Guézo monte au trône, Guézo consulte le Fa et tout, qui lui dit, écoute, tu vas régner, mais ton armée, tu vas régner par une femme, par la force des femmes. D'accord. Et donc, Guézo, de consultation en consultation, a été renvoyé à son aïeul, Tassi Hangbe. Il a bien compris ce que le Fa voulait dire. Le Fa voulait dire, en fait, les femmes vont beaucoup plus t'apporter sur le champ de bataille que tout ce que tu crois. Donc, à partir de ce moment, il a décidé d'aller puiser dans cet héritage historique qu'il avait pour relancer le corps des Amazones. Et donc, pour la première fois, les Amazones avaient des habits militaires stricts, étaient organisés en régiment, étaient organisés avec des règles de vie, avec des disciplines de vie très militaires, même des, comment on appelle, des grades. Donc, autant de Guézo. Donc, à partir de 1818, le corps des Amazones était devenu un corps d'armée professionnel. D'accord. Voilà. Oui, je ne vous coupe pas, mais il y a une question qui intéresse les téléspectateurs et les auditeurs. Il y a beaucoup de Béninois qui pensent que la question des Amazones n'est pas liée qu'au royaume de Dahomey. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que dans d'autres royaumes de notre pays, on parle également d'Amazones? Non, mais s'il y a des sources, on pourrait bien les consulter. Sinon, bon, pour le moment, pour ce qu'on sait, quand on parle d'Amazone, on parle d'Amazone dans le royaume du Dahomey. À ne pas confondre avec l'ethnie Fon. Parce qu'il y a des détails, peut-être de l'histoire qui nous échappent. D'accord. Et c'est d'ailleurs en cela que Tata Adjache, je crois que pour ceux qui vont le lire, vont comprendre que le symbole de l'Amazone n'est pas un symbole ethnique. Bien au contraire. Alors vous voyez, une Amazone du Dahomey qui s'appelle comment? Qui s'appelle Tata Adjache. Tata Adjache, oui. Alors, comment comprenez-vous que si l'Amazone était un symbole ethnique, que elle s'appelle Adjache. Adjache, dans c'est l'Est. Ah, oui. C'est-à-dire c'est l'Est du royaume, c'est les Yoruba, c'est les Nago, c'est les Holi, c'est un peu les Goum. Oui. Mais elle devient Tata. Tata, c'est reine. On dit Tata originaire d'Adjache, qui atteint ce niveau de puissance et de pouvoir, de reconnaissance. Ça veut dire déjà que il y a des questions à se poser. Et en fouillant, vous allez bien vous rendre compte que les Amazones, ça n'avait rien à voir avec l'ethnie Fon. C'est vrai qu'elles étaient au service du roi du Dahomey, mais les Amazones, pour une large part, venaient d'un peu partout du royaume. Un peu partout, vous avez des Amazones qui viennent de la Donga. C'était nombreuses qui venaient de la Donga. Vous avez des Amazones qui, comme elle par exemple, sont Holi. Et vous avez des Amazones qui venaient qui sont des Wachi, des Popo, des Pida, et tout ça, des Holi, des Aïzor, des Kotafon, et tout. Donc en réalité, c'est un peu comme la Légion française. Vous voyez, quand vous prenez la Légion française, vous avez toutes sortes de nationalités dedans. Mais après, il y a un ciment qui se crée, et qui fait que tout le monde se dit, dès que je suis là dans ce corps, alors, nous travaillons tous pour quelque chose de commun qui nous dépasse tous. Et c'est en cela que je trouve que le symbole de l'Amazone est un symbole formidable
d'unité nationale et de patriotisme. Parce qu'en réalité, le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas suffisamment de repères pour pouvoir en fait mettre des mots sur ce que nous voulons en termes de construction de la nation, en termes de patriotisme, en termes d'abnégation, en termes de l'amour du bien public. Ça, c'est la faute à qui? Non, mais c'est notre faute. D'abord, nous qui sommes les intellectuels. C'est notre faute. C'est même pas la photo politique. C'est-à-dire les politiques font ce qu'ils vont. Ok, d'accord. Vous voyez, moi, j'ai fait par exemple Tata Adjaté. Ouais. J'ai pas eu le soutien, j'ai pas eu un soutien public. C'est pas que le gouvernement m'a appuyé. Si ça vient, je dirais pas non. Mais ils m'ont pas dit, ils m'ont pas dit de le faire. Oui. Eux, ils ont fait leur statut. Alors, je me suis rendu compte que derrière la statue, il y a un vide. Exactement. Il n'y a pas eu un peu document, comme à l'intérieur de la statue d'ailleurs. Exactement, il y a un vide. Voilà. Il y a un vide parce que les gens y vont et ils en reviennent plus ignorants que quand ils y allaient. Ils reviennent. Parce que justement, il n'y a pas eu une histoire qui suit. Alors que quand vous prenez par exemple la statue de la liberté, hein, vous avez tellement, d'ailleurs peut-être tellement, allez sur YouTube, la statue de la liberté, il y a tellement de documentaires, tellement d'histoires et tout. Vous prenez la Tour Eiffel, déjà quand vous allez à la Tour Eiffel, vous regardez tous les produits dérivés que vous pouvez avoir. Et tout ça est organisé, structuré, géré. Hein, c'est un patrimoine d'abord français et qui devient finalement un patrimoine mondial. Tout le monde peut te dire à quoi ressemble une Tour Eiffel. Oui. Il y a même des représentations de cette Tour Eiffel aujourd'hui en Chine, grandeur nature. Oui. Donc, je me dis, mais nous, alors quand le pouvoir public fait ça, nous, qu'est-ce qu'on fait derrière? Nous, intellectuels, alors, c'est de jouer notre rôle. C'est de jouer notre rôle avec les moyens de bord, je reconnais. Donc, l'histoire des Amazones existe dans des thèses, oui, mais dans des mémoires. Avant d'avancer, Tiburce Alagbe, lorsque vous faites ce diagnostic, celui que vous venez de faire là, est-ce que ce n'est pas une faute de votre part de ne pas rendre cette bande dessinée disponible à foison? Parce que si vous dites oui, qu'il n'y a aucune histoire qui suit la statue qui a été créée, et que vous retracez cette histoire-là, vous devez quand même pouvoir rendre ça disponible en imprimant abondamment votre bande dessinée. J'ai parlé des moyens de bord. Bon, enfin, merci quand même pour la question. Ouais, j'ai parlé des moyens de bord. Mais après, enfin, je fais avec ce que j'ai, vous voyez. Moi, j'ai fait la BD, mais la BD peut se dupliquer. Vous êtes ouvert à ça? Mais par contre, comme j'ai déjà dit à un de vos confrères, par contre, je ne ferai pas de la mendicité. Je ne demanderai pas au pouvoir public de venir m'aider à dupliquer. Parce que pour moi, le bon sens, hein, c'est-à-dire chacun doit jouer son rôle. Si le pouvoir public pense que ça peut rendre un service... Vous êtes ouvert à ça, au moins? Non, mais je dis je suis ouvert. D'accord. Mais je ne suis pas... Je ne passerai pas de bureau en bureau pour demander... Parce que ce n'est pas un intérêt personnel, c'est un intérêt public. Oui, parce que si les gens viennent à la place d'Amazon, ils doivent pouvoir repartir avec votre bande dessinée. C'est pour ça justement que je t'expliquais que moi, je n'écris pas pour avoir du succès. C'est-à-dire, si j'écrivais, par exemple, avec des projets économiques derrière, peut-être que je ne me donnerais pas autant. Oui. Donc, à partir de ce moment, quand moi j'ai fait, si ça peut être d'une certaine utilité, alors les pouvoirs publics peuvent s'en charger. Moi, je suis ouvert à ça. Donc, si chacun joue son rôle, les moutons seront bien gardés. Vous voyez. Donc, par exemple, il y a des gens, j'ai déjà vu énormément de gens, surtout même des diplomates, qui ont acheté pour donner à des touristes, à des invités. Déjà, moi, ça fait à peine une semaine, mais il y en a beaucoup qui ont acheté en disant, ah, j'ai des amis touristes qui viennent, ils font des photos là, à la place de l'Amazon, et puis après, ils veulent partir avec un souvenir, ils veulent partir avec un récit, ils veulent partir avec... Et donc, je précise que Tata Adjaté, c'est une histoire vraie. Ce n'est pas de la fiction, ça n'a rien à voir. Alors, nous allons parler maintenant de Tata Adjaté, justement. C'est quoi l'histoire de Tata Adjaté? Alors, l'histoire de Tata Adjaté, c'est une histoire de rédemption. Rédemption. Une histoire de rédemption au cœur du royaume du Dahomey. Donc, dans la foulée, quand la statue de l'Amazon a été inaugurée, moi, j'ai essayé de voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut rendre disponible. Et puis, je suis tombé comme ça sur l'histoire, comme ça, en un paragraphe, de cette Amazon. Dans le pacte de sang de Paul Azoumé. Une Amazon, mais il a rencontré. Et donc, il a rencontré, là, ça commence à être intéressant. Je me suis dit, on peut donc passer
de cette histoire, de cette perception imaginaire. On dit Amazon imaginaire, elle mange les hommes, tout. Donc il y en a une que lui, il a rencontrée. D'ailleurs, au début du XXe siècle. Je dis, ça sera intéressant. Donc on peut faire quelque chose en partant d'une histoire vraie. Mais la recherche documentaire a été très pénible. Pourquoi? Parce que c'est une sorte de tradition orale. Ça n'existait pas, les documents. Une sorte de tradition orale, et puis vous savez, il y a cette déformation avec la tradition orale de génération en génération. Et puis, deuxièmement, il y a le fait que les gens ne veulent pas beaucoup parler des Amazones. Vous savez pourquoi? Parce que dans la tradition fond, c'est elle qu'on appelait les Minos. Les Minos, et quand on disait Minos, d'abord même, les Amazones avaient été érigées à un statut de semi-divinité. On ne croisait pas une Amazone. Quand une Amazone s'annonçait, il y avait toujours quelqu'un devant avec une clochette qui signalait la venue d'une Amazone. Une seule, même quand c'est une seule qui passait son chemin. Un peu comme à Go, dans la cité. comme vous l'avez dit. C'est à Gorodier, voilà. Oui. Donc, si tu es sur le sentier ou si tu es sur le chemin, tu es obligé de te tourner face à la brousse pour qu'elle passe. Donc, tu vois, ce niveau de consécration qu'elles ont atteint. Donc on n'en parlait pas, c'était donc pas des personnes dont on pouvait se mettre à parler, à dire ci ou ça. Donc c'était un corps très 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 fermé et très redouté. Donc ce mythe a été créé autour. Alors donc, ça a ses effets. Jusqu'aujourd'hui, c'est ce genre d'omerta. Oui, sur les Amazones. Sur les Amazones est resté. Donc en fait, les gens ne vous ont pas beaucoup parlé. Oui, donc moi j'ai essayé d'appeler ici, d'appeler là. Et après, je me suis rendu compte qu'il y a quand même de la documentation à voir, sauf que tu auras des livres sur les Amazones, mais dans le livre, à peine tu auras 1-2 phrases supplémentaires sur Tata Adjache. Donc il faut lire beaucoup de livres. Et les ouvrages d'histoire chez nous sont ce que tu croises le moins possible, surtout quand ça traite, nous, de notre histoire précoloniale. Parfois, tu les as en un seul exemplaire. Je me rappelle qu'il y a un livre dont j'avais eu besoin pour faire le travail, et le livre se trouvait quelque part, en un seul exemplaire. Et donc, je suis passé par personne interposée pour l'avoir. Et là, on m'a dit, ça revient tel jour. Et c'est un livre gros comme ça. C'est un livre sur les Amazones. Donc, mais moi, je ne faisais pas un travail, grosso modo, sur les Amazones. Moi, j'avais déjà ciblé. Et il fallait parcourir tout le livre pour voir, est-ce que quelque part, il n'a pas été fait mention spécifiquement de Tata Adjache. Et parfois, tu tombes déçu sur une phrase ou deux, parce que ce livre dont je parle a été écrit au milieu des années 70, je crois, par l'historienne, je crois, feu Hélène d'Almeida Topor, grande historienne. Mais ce livre n'existe pratiquement ici qu'en un exemplaire unique. Vous savez, beaucoup de livres qui n'existent qu'en exemplaire unique. Le livre, le Dahomey de Maurice Aranjo Glélé, par exemple, que j'ai beaucoup consulté, utilisé, vous ne l'avez qu'en photocopie. Vous avez aujourd'hui... Donc, ça fait partie, par exemple, des projets sur lesquels l'État peut travailler. Ceux qui ont déjà fait du travail, la documentation écrite qui existe, les rendre disponibles, déjà, pour permettre aux autres qui ont envie d'en faire plus, de s'y mettre. Parce que ça ne sert à rien, mon frère, ça ne sert à rien que des étudiants... On a des étudiants tout le temps en histoire qui font des travaux de recherche et tout, et que ces travaux restent là, dans les bibliothèques universitaires et tout. Aucune personne n'a accès. Qu'est-ce qui peut amener, je ne sais pas qui, ici, là où nous sommes, là, quelqu'un aller fouiller quelque chose, si dans la bibliothèque, par exemple, du campus, à chercher un truc sur l'histoire du pays, s'il n'est pas un chercheur. Donc, le rôle de l'intellectuel, c'est de jouer, c'est d'être une courroie de transmission entre ces documents assez fermés, assez austères et le grand public. C'est de pouvoir diluer et de rendre accessible. Donc le travail de reconstitution a été laborieux. Très pénible. Très pénible. Mais finalement, vous y êtes arrivé et vous avez pu extraire l'essentiel. Voilà, j'ai extrait l'essentiel. Et même pas endroit, j'ai dû fonctionner un peu comme les archéologues. Vous savez, les archéologues, parfois, pour reconstituer une peinture rupestre, par exemple, vous avez des pigments, qui manquent, vous avez des parties qui manquent et tout, mais tout ça, vous reconstituez un certain environnement, et qui vous permet de vous dire, ok, par rapport à telle pièce qui manque,
par rapport à des connaissances antérieures que j'ai sur le sujet, ça ne peut être que ci, ça ne peut être que ça. Donc, en droit, tu es obligé de faire des raccordements, de créer des environnements. Hein. Donc, ça n'a pas été simple, mais ça a été fait. D'accord. Alors, Tibou Sadabé, Tata Adjaté a quoi de si particulier, justement, pour que le personnage vous intéresse tant? Tata Adjaté m'a intéressé parce que c'est une histoire de rédemption, comme je le dis, mais c'est aussi une histoire d'amour. D'amour. Et d'amour interdit. Amour interdit? Donc, à partir de ce moment, ça devient intéressant. J'ai l'habitude de suivre Secret d'histoire de Stéphane Ben. Voilà, les histoires d'amour dans les cours françaises à l'époque et tout. Je me suis rendu compte que nous-mêmes, on en avait. Tata Adjaté, c'est une captive de guerre. Une jeune captive de guerre en lit qui est venue, qui a été ramenée dans le royaume, qui a été confiée à une Amazone pour son éducation. Donc elle a été éduquée dans un esprit militaire. Donc au départ, elle portait les armes à sa tutrice et tout. Donc progressivement, elle est rentrée dans le corps. À l'âge où elle pouvait le faire, elle est rentrée dans le corps des Amazones. L'histoire aurait pu être s'arrêter là, l'histoire aurait pu s'arrêter là tranquillement. Sauf que Tata Adjaté s'est révélée une Amazone extraordinaire. En quoi? Sur le champ de bataille, les prouesses militaires et tout. Donc, finalement, au point de retenir... ça a retenu l'attention du roi. Et à la veille d'une bataille décisive, elle a fait une promesse au roi. Et les promesses à l'époque, les promesses militaires, quand vous les tenez, le roi vous honorait. C'était quoi la promesse? À l'arrivée de la guerre, elle a promis au roi qu'elle, sans armes, qu'elle va tuer un soldat, un ennemi. Voilà, elle va se battre sans armes et tuer un homme adulte et lui ramener une partie de sa dépouille. Voilà. Alors le roi s'est dit, c'est qui celle-là et tout. Parce qu'on sait que quand tu fais des promesses et que tu ne les tiens pas, la sentence, c'est la déchéance, si ce n'est pas la peine de mort. Donc, quand tu fais une promesse, tu tiens la promesse. À la grande surprise de tout le monde, elle a tenu cette promesse. Et elle est revenue effectivement en tenant parole. En ramenant une partie de la dépouille. Le roi l'a honoré. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'après, elle est tombée enceinte. Du roi? Ah, c'est grand. Je ne sais pas. Est-ce que la bande dessinée nous donne les informations? Parce que mais vous allez voir. Oui. Elle est tombée enceinte alors que les Amazones sont officiellement interdites de sexualité. En tout cas, pendant qu'elles sont sous le drapeau. Vous comprenez? Parce que leur métier, c'est un métier qui demande énormément de virilité et qui demande de la dureté du cœur. Donc pour ça, ils se sont rendus compte que si on les laissait s'amouracher et tout, et puis aussi la probabilité qu'elles tombent enceintes, avec les transformations qui peuvent affaiblir physiquement leur corps, donc tout ça a été interdit. Bon, si tu le fais, quand c'est interdit, tu peux le faire, hein. Tout ce qui est interdit, tu peux le faire. Tant qu'on ne te prend pas, pas de souci. Mais si on te prend, tu sais que c'est elle est tombée enceinte. Donc après, il va falloir expliquer. On a pris qui? Le roi? Comment tu fais pour tomber enceinte? Et on peut retrouver ça dans la bande dessinée. Comment? C'est comme ça qu'elle est devenue Tata. D'accord. Elle a fini reine. Donc le roi? Enfin, j'en sais rien, vous allez voir. Dites-nous les choses clairement. Mais elle est devenue l'épouse du roi. Du roi. Donc le roi a un frère à la reine. Non, mais vous savez, le roi est le propriétaire. Enfant, on dit Dokno. En Dokno, là, ça veut dire tu as tout. C'est toi qui as tout. C'est le roi qui donne des femmes aux gens. Tu vois, c'est le roi qui... Et puis quand enfant, tu rencontres même un prince dans les salutations. Qu'est-ce qu'on dit? Puis-je garder encore ma tête sous mon cou? Je crois que vous connaissez un peu. Tachero Korwa. C'est une façon de dire, c'est encore lui qui dispose de ta vie et tout. Mais c'était pas pour autant que la vie humaine n'était pas respectée. Hein. C'était très sacré. D'abord, la citoyenneté avait déjà un sens en ce moment. Donc, quand tu es citoyen du Dahomey, tu avais des droits. C'était effectivement plus des états de loi que de droit, mais c'était aussi des états de droit. Donc, c'était pour dire toute la puissance du roi. Le roi était puissant. Donc, il y a certaines choses que le roi pouvait se permettre.
et que l'homme ordinaire ne pouvait pas se permettre. Alors, qu'est-ce qui a changé dans le royaume de Glélé à l'époque, lorsque Tata Diaté est devenue Tata? Est-ce que ça a eu une incidence sur le raï de Glélé? Non, déjà, oui, elle est devenue Amazone. L'Amazone est devenue reine. Et donc, elle a fait un garçon. Donc, naturellement, quand on fait un garçon, c'est quoi? Le garçon, il devient un prince. Qui même, d'ailleurs, a été cité après la chute de Béhanzin, sa déchéance, dans les conciliabules pour lui trouver un successeur et tout, il y a eu un grand moment de stress et d'incertitude dans le royaume. Et même le fils que Tata Diaté a fait au roi Glélé a été aussi évoqué comme possibilité de succession à Béhanzin. Donc c'est pour vous dire la place qu'elle a occupée. Si elle, son fils, a pu atteindre ce niveau au point d'être cité, bien entendu n'a pas été retenu, mais le garçon a été cité. Mais Tata Diaté, elle après, quand elle est devenue reine, bien entendu, elle a pris sa retraite, elle a quitté le corps des Amazones, bon, donc elle a vécu. Et l'écrivain Paul Azumé l'a rencontré autour des années 1920. Donc déjà au soir de sa vie. Donc en ce moment déjà, si elle a raconté son histoire avec autant d'exaltation, vous allez voir dans la BD que en fait, une jeune fille Holly qui vient et qui épouse le royaume, qui épouse la cause du royaume, et qui après la déchéance même, après la chute du royaume, même dans un âge avancé, ne décide pas de retourner chez elle, mais qui raconte encore cette histoire passionnelle qu'elle a eue avec le royaume et son roi, à son âge, à un âge si avancé. C'est pour vous dire que tout est possible aujourd'hui pour que nous enseignions le patriotisme aujourd'hui sur la base de nos propres histoires. Cette histoire enseigne le patriotisme. C'est-à-dire le Bénin, on n'a pas besoin de te le dessiner. Dès que tu es béninois, que tu sois du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, que le président de la République soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, tout ça, ça importe très peu. C'est le Bénin qui compte. Et c'est ce qu'il faut retenir de l'histoire de Tata Diaté. D'accord. Donc l'histoire est si passionnante pour vous, au point où la seule conclusion qu'on peut retenir, c'est le patriotisme, l'enseignement du patriotisme. C'est le patriotisme. Et je serais heureux si, après la lecture de ma BD, le lecteur finit par se dire, en fait, quand nous allons à la place de l'Amazone, celle que nous regardons, c'est pas une femme fond, c'est pas une femme, c'est l'affaire des fonds et tout. Si on règle ce problème, à mon avis, on aura réglé énormément de problèmes. Parce que, en vérité, c'est une femme de tous les horizons. En tout cas, les horizons qui étaient accessibles au royaume du Dahomey à l'époque, il n'y avait pas de tel, de ceci, tel parle telle langue, tel parle telle langue. Donc là, on parlait d'unité aussi. Voilà, c'était l'unité. Donc vous imaginez, c'était l'unité, c'était l'engagement pour une cause publique. Enfin, le royaume, on se battait à l'époque pour le roi, on disait pour le royaume et pour son roi. Vous savez, aujourd'hui en République, on ne fait pas les choses pour le président de la République. Vous voyez, il y a même le niveau de patriotisme que ceux-là avaient, d'accepter mourir, pas seulement pour le royaume, mais pour son roi. À la limite, aujourd'hui encore, on peut enseigner que des gens donnent le maximum pour le pays, ou bien meurent pour le pays. Mais mourir, par exemple, le président de la République, ça ne s'entend pas. C'est clair. Mais vous voyez, ce qu'eux faisaient déjà à l'époque. Donc, j'ai quand même eu un grand regret. Parce que je me suis dit, mais toutes ces histoires, moi j'ai fait Tata Diaté, il est sorti qu'il y a plein d'autres histoires qu'on peut puiser de notre passé. À Hogborum, par exemple, Tofa et tout, en fouillant, on va trouver des histoires accessibles. Pas des trucs très scientifiques. Vous vous engagez à le faire aussi? Non, enfin, pas moi. Dans le pays, vous êtes très tu as une belle plume aussi, tu fais ce que tu peux au quotidien. Mais je pense qu'il y a des choses à faire. Par exemple, moi j'ai fait la BD. Oui. Je crois qu'il y a des gens qui ont travaillé récemment sur une comédie musicale. Oui, bien sûr, sur le roi Béhanzin. Sur le roi Béhanzin. Je trouve que c'est très intéressant. C'est-à-dire on peut de plus en plus sortir notre histoire des livres d'histoire et les rendre accessibles par des canaux, même pas des canaux modernes. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a, comment on appelle,
C'est plus facile aujourd'hui, par exemple, de faire du dessin animé. Ouais. Je sais que les enfants aiment les dessins animés. Si vous voulez parler de Bioguera, pourquoi n'en parlez-vous pas en dessin animé, par exemple, ou en truc, donc vous parlez de Kaba. Voilà, par exemple, le personnage de Kaba. Ouais. Alors, dans ce pays, nous avons le slogan, le pays de Béhanzin, Bioguera et Kaba. Ouais, on parle de deux. Et le troisième, finalement, on ne fait que l'évoquer. Quand tu dis Béhanzin, oui, tout le monde sait ce que c'est et tout. Bioguera, oui. Bioguera, oui, on en parle. C'est avec la statue de Bioguera qui a été également inaugurée. Avec cette lance menaçante là, effectivement. Peut-être que derrière ça aussi, vous allez écrire C'est en jamais une bande dessinée. Puisque vous êtes inspiré de la mais pas moi, mais moi, pas forcément moi, mais moi j'encourage. Moi j'encourage tous ceux qui peuvent le faire, se mettre à la tâche. Sinon, nous allons regarder, nous allons lire l'histoire des autres. Vous savez, quand l'ancien président de la République française a fait sa déclaration à Dakar en disant l'Afrique n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire. Oui. Il y a eu tout ce tas d'agitation et tout. Mais vous agitez pourquoi? S'il y a quelque chose que vous pouvez apporter, votre histoire peut apporter à l'humanité, sortez-le. Ce n'est pas aux autres de le sortir. Par exemple, moi j'ai fait Tata Adiaté. C'est une histoire. Je crois bien déjà que si en tant que Béninois, vous n'en savez pas grand-chose, imaginez quelqu'un qui n'est même pas béninois. Alors, de notre histoire, c'est à nous de parler de notre histoire. Et ne nous attendons même pas à ce que les autres nous aident à parler de notre histoire. Vous voyez, vous connaissez un peu tout ce que Tchekanta Diop a rencontré comme contradiction, comme adversité. Quand il a le premier commencé par parler des origines noires de l'Égypte antique. C'est à nous d'en parler. Oui, mais est-ce que c'est pas difficile tant qu'il n'y a pas d'archives? Est-ce que le vrai problème, Tibu Sadagbe, n'est pas le problème d'archives dans notre culture, dans notre pays? Même les archives numériques, on a des problèmes aujourd'hui pour avoir accès. Et vous savez, vous avez tellement raison, mais on peut régler ça en commençant à faire quelque chose. Je fouillais un livre dans le cadre de ce travail, je fouillais un document, et puis je suis tombé sur énormément de tests de chansons de guerre, de chansons militaires des Amazones. Et quand vous lisez, ça dit, même traduit, l'auteur a traduit, c'est un très bon travail et tout, et quand vous lisez, vous avez la chair de poule. Quand vous lisez, les éléments qu'on a du mal à enseigner aujourd'hui, en termes de patriotisme et tout, existaient déjà dans leur tests et tout. Les références qu'il fallait avoir pour se doper le moral, pour se galvaniser, tout était dans ces tests. Bon, maintenant, ces tests, je me dis, comment est-ce qu'on peut retrouver, par exemple, les partitions? Comment on retrouve les mélodies? C'était chanté comment? C'était... voilà, donc, moi, j'ai réfléchi à tout ça. Je me dis, mais comment on remonte à ça? Est-ce que, par exemple, au niveau de la radio, je lisais le livre de Maurice Aranjo Glélé, Le Temps romain, et quelque part, il dit qu'il y a une cantilène. Une cantilène, par exemple, le discours d'adieu de Béhanzin dont on parle et tout, ça n'a pas dû être prononcé comme ça. Vous savez, aujourd'hui, les enfants, compagnons d'infortune, non, le roi ne parlait pas comme ça, non. Donc, il y a de ces décalages qui font que si on avait réellement, si on savait réellement, mais c'est une cantilène, c'est pas de la poésie. C'est-à-dire que le roi chantait ça, le roi chantait ça. Si le roi chantait ça, est-ce que la version originale existe, la mélodie existe? Donc, quelque part dans le livre, il a dit que ça a été enregistré, enfin, cette version, je crois des gens ont gardé ça, et ça a été enregistré par la voix du temps romain, tout. Après, je me dis, est-ce que l'archive là va exister encore? Pour qu'on sache le discours d'adieu de Béhanzin, comment ça a été chanté, comment le roi l'a chanté, selon quelle mélodie, selon quelle inflexion, quelles étaient les émotions de sa voix, sur chaque phrase. Comment est-ce qu'il a prononcé les noms de ces Amazones? Et si ça, vous savez, tout ça nous échappe. Mais je me dis que si nous devons faire quelque chose, c'est encore maintenant. Parce que si nous ne commençons pas, nous ne ferons jamais rien. Vous allez voir, dans 50 ans, nous ne serons plus là. Mais j'ai espoir que Tata Diaké sera consulté par des gens qui voudront, par exemple, essayer de reconstituer un peu le passé. Justement, quelle est la cible de votre bande dessinée? Est-ce que vous disiez au début que ce n'est pas un livre de jeunesse? À quelle cible est-ce que votre bande dessinée a déjà, en utilisant la BD, j'ai voulu élargir la cible. J'ai écrit Mémoire du Chaudron. Malgré tout le succès de Mémoire du Chaudron, je sais quand même grosso modo la cible. J'ai vu la cible un peu. Mais pour ça, j'ai voulu descendre Mémoire du Chaudron, ces hommes politiques. C'est l'élite. Voilà, l'élite et tout. Mais
Tata Diathie s'adresse à tout le monde. Donc c'est pour ça que la BD a été la formule la plus appropriée que j'ai trouvée. Voyez? Mais quand vous rentrez dedans, c'est très codé. Vous voyez, les textes sont codés. Un enfant comprendrait quelque chose d'autre. Enfin, chacun comprend selon son niveau. Quand tu lis, tu comprendras selon ton niveau de culture et selon tes prérequis. C'est comme ça. Et plus tu as de prérequis, plus tu auras une nouvelle compréhension. Parce que quand on prenait une BD, on ne se lève pas pour faire une BD comme ça. Ça dit genre une BD d'histoire comme Tata Diathie. Alors comment tu dessines un roi que peut-être tu n'as jamais vu? Comment tu dessines une salle de réunion royale? Des choses qui n'existent plus. Ça veut dire que tu fouilles. Tu vois, tu fais attention aux petites phrases que tu trouves dans un document d'archives qui décrit un peu, par exemple, la salle d'audience du roi Tegbessou, un voyageur anglais, par exemple, du 18e siècle, qui passe, qui dit qu'il a été reçu, par exemple, par Kwengla ou Tegbessou et tout. Donc, ces petits détails, toi, ça te permet de te dire, OK, approximativement, ça sera ci ou ça sera ça. Donc, toi, tu fais un pas. Après, quelqu'un d'autre vient avec de nouveaux détails. On reconstitue. On a un énorme travail de reconstitution à faire. Donc, celui qui a ses prérequis, en voyant les dessins, il peut capter des éléments, des messages que j'ai mis dans les dessins. Mais celui qui n'a pas ses prérequis n'a pas besoin de ça. Lui, il va lire l'histoire. L'histoire en elle-même est intéressante, est passionnante et tout. Mais quelqu'un d'autre va commencer par regarder au-delà de ce qui est écrit. Il peut regarder, par exemple, comment est-ce qu'on s'est adressé au roi, comment l'a appelé, comment la formulation, quand on est en train de parler au roi, comment est-ce qu'on formule. Ici, on peut dire, ah, Monsieur le Président, Patrice Talon, est-ce que les rois, est-ce que vous vous pointez comme ça pour dire, vous restez debout, gaillardement, pour dire, vous parlez d'un roi. Donc ça, c'est un ensemble d'éléments qui fait que chacun trouve sa place dedans. D'accord. Donc vous n'entendez pas décliner la bande dessinée sous d'autres style d'écriture, vous vous limitez exclusivement à moi c'est ce que je peux faire. Maintenant, si Eden TV a une fondation qui fait du dessin animé, en a les moyens, oui. Bah pourquoi pas, si vous le faites. D'accord. Alors Tibus Sadabé, on va atterrir tranquillement, puisque le temps qui nous est imparti est en train de tirer vers sa fin. Quel est finalement votre espoir après tout ce qu'on a dit? C'est vrai que vous pensez qu'à partir de votre œuvre, on doit retenir l'unité, on doit retenir le patriotisme. Mais finalement, vous avez un espoir quand même sur tout ce que vous avez fait jusque-là. Oui. Alors, mon espérance, c'est que l'histoire de Tata Diathie donc soit une fenêtre sur tout ce que nous avons de positif dans notre patrimoine immatériel et qui peut contribuer à renforcer l'unité nationale, à renforcer à renforcer notre socle. Parce que on peut faire des choses très belles, mais sans un socle, ces choses ne dureront pas. Un peu comme une fondation, en fait. Ouais, sans la fondation. Passons le temps qu'il faut à nous entendre sur la fondation. Si nous nous entendons sur la fondation, regardez quand je vais me permettre cette petite digression. Oui, allez-y. Le défilé militaire, le 14 juillet, par exemple en France et tout. Regardez les corps d'armée qui passent. Quand vous voyez passer les corps d'armée, vous lisez l'histoire militaire de la France. Vous voyez des gens qui passent même encore avec de la hache, oui. Des gens qui passent. Mais pourquoi est-ce qu'ils le font à un moment où aujourd'hui on est à l'ère des drones et tout? Après, si on aurait pu dire que tout ça là n'est pas militairement, c'est obsolète. Oui. Mais ils ont gardé ça parce que quand vous n'avez pas ces gens de référence, vous êtes limité dans l'engagement que vous avez. Les corps, par exemple, les corps d'armée ont des références, c'est-à-dire le premier ou bien quelqu'un qui a fait des exploits dans ce corps. On retient une image forte. Et c'est à cette image que se réfère quelqu'un dans un champ de bataille au moment où tout semble perdu. On se dit, je fais partie du corps de tel, et par rapport à ce que lui a fait, je me remobilise. Quand vous allez par exemple à Londres, vous voyez les gardes, les gardes et tout, mais pourquoi ils s'habillent comme ça? Toujours, ouais. Mais si tous ceux-là trouvent aussi intéressant, aussi important de garder leur histoire, même de façon visuelle, mais pourquoi nous n'avons pas ce genre de choses? Dans les royaumes du Nord,
on sait la force que le cheval a eue dans les royaumes du Nord. Donc, faire des défilés militaires, par exemple, sans la cavalerie, alors que nous sommes héritiers de grands guerriers qui étaient des cavaliers. Faire des défilés, par exemple, sans, je ne sais pas quoi, des archers. Les gens continuent de faire défiler des archers jusqu'aujourd'hui dans certains pays. Mais nous, Kaba, c'était un archer. C'était pas un roi, bien entendu, c'était un chef de guerre, c'était un rebelle, mais c'était un archer. Mais pourquoi nous n'avons pas gardé? Là, nous parlons des Amazones. Le corps d'élite des Amazones a été dissous par d'autres après la chute du royaume, ce qui est normal, parce que j'ai été traumatisé par ces dames-là. Donc, toutes ces Amazones ont été démobilisées. On peut dire, oui, c'est le Gaïan, c'est la loi du Gaïan, mais à partir de 1960, quand on a voulu créer notre armée, on aurait pu aller chercher ces références quand même. Si on avait un corps, hein, même avec l'outillage moderne aujourd'hui, mais qui était un corps de femmes, les Amazones, les Agodions, on aurait pu les appeler comme on veut. Mais on aurait pu puiser, c'est-à-dire leur puissance dans cette histoire. Il faut dire également pour l'histoire qu'au moins on a consacré une célébration de la fête de l'indépendance dans ce pays aux Amazones. Et on a vu en ce moment-là, tout ce qu'il y a eu comme défilé, c'était des femmes qui étaient au volant, des chars. Et vous avez vu le succès? Vous avez vu le succès que ça a eu, l'émotion. Oui, c'est ça. Absolument. Et moi, j'ai même eu le sentiment que, enfin, c'est personnel ce que je veux dire, ça a été le meilleur défilé. Je ne sais pas ce qu'on nous réserve prochainement, mais ça a été le meilleur défilé jusque-là. En tout cas, moi, depuis ma naissance et tout. D'accord. Parce que ce défilé était béninois. C'était vraiment du Bénin. On pourrait faire plus, hein. On pourrait faire plus, il y a des éléments, les cavaliers et tout. Pour qu'on sente quand même que nous sommes assis sur quelque chose. D'accord. Ouais. Est-ce que c'est votre conclusion pour notre entretien? Oui. Ou bien vous avez quelque chose d'autre à dire? Non, c'est fini. D'accord. Merci beaucoup à vous, Tiburce Sadagbe. C'est moi. Je rappelle que vous êtes journaliste, communicant et écrivain béninois. Vous êtes venu sur ce plateau justement parler de votre bande dessinée Tata Adjache, Amazon du Dahomey. Vous avez répondu à toutes nos questions. Et puis, sauf que je n'ai pas pu te la dédicacer, la bande dessinée. Oui, là je vous laisse un stylo, faites-le. Voilà. C'est vrai que mes collègues seront peut-être un peu jaloux, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Je veux déjà s'il peut faire un zooming. Oui, bien sûr, il faut zoomer pour que les téléspectateurs voient clairement ce que c'est. C'est une belle production de Tiburce Sadagbe, auteur des Mémoires du Chaudron et maintenant de Tata Adjache, une bande dessinée qui fait parler d'elle déjà. Vous voyez toutes les pages, c'est un chef-d'œuvre d'environ 80 pages, c'est bien sûr ça. Ouais. Vous avez l'histoire complète de l'Amazone Tata Adjache qui est devenue après reine sous le règne de Glélé, qui a fini par l'épouser après un exploit que cette Amazone a réalisé. L'auteur a clairement dit ici sur ce plateau, eh bien, tout ce qui a été fait dans ce sens. Pendant que Tiburce Sadagbe me dédicace son œuvre, sa bande dessinée, je vais profiter, mesdames et messieurs, pour vous dire merci pour votre aimable attention. Nous avons voulu replonger un peu dans l'histoire de notre pays à travers ce numéro de l'entretien du dimanche. Merci pour votre aimable attention. Bonne fête de l'indépendance, encore une fois, à chacun et à tous. Et à très bientôt sur un autre numéro de votre émission, l'entretien du dimanche.